Bien, bonsoir et bienvenue dans les 50 minutes d'actu du Carré de Paris, notre nouveau format de décryptage de l'actualité avec un invité. Ce soir, nous débattrons des conséquences de la guerre en Ukraine dans le monde arabe. Cela fait maintenant 6 semaines déjà que la guerre ravage l'Ukraine. Malgré plusieurs pourparlers, aucune sortie de crise n'a pu être trouvée pour le moment. Alors que le conflit perdure sur le territoire ukrainien, les conséquences de ce désastre se font bel et bien sentir au-delà des frontières ukrainiennes. C'est notamment le cas pour plusieurs pays du monde arabe, dont la sécurité alimentaire dépend fortement des importations de blé ukrainien et russe. On citera ici le Liban, la Syrie, l'Égypte, mais aussi l'Algérie, la Libye ou encore le Yémen, qui sont des grands importateurs de blé ukrainiens et russes, et beaucoup d'entre eux n'ont que très peu de réserves. Il s'ajoute à cela la grande instabilité sociopolitique dans laquelle se trouvent ces pays, et toute cette situation nous amène évidemment à poser certaines questions, à savoir la guerre en Ukraine risque-t-elle de provoquer de nouveaux soubresauts dans le monde arabe? Doit-on craindre une nouvelle vague de révolution, de la faim? En somme, quelles sont les conséquences de cette guerre et que cette guerre surtout fait peser sur le monde arabe? Voilà autant d'interrogations que nous souhaitons ce soir aborder avec notre invité dans ce premier 50 minutes d'actu, Joseph Daher. Bonsoir Joseph, merci beaucoup d'être avec nous pour analyser les conséquences de la guerre en Ukraine sur le monde arabe. Joseph, vous êtes enseignant à l'Université de Lausanne en Suisse. Vous êtes aussi professeur affilié à l'Institut universitaire européen de Florence en Italie, ou participé au Wartime and Post-Conflict in Syria Project. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont je citerai ici seulement deux, Syria After the Uprisings, The Political Economy of State Resilience, qui est paru en 2019 chez Pluto, et aussi, bien sûr, le Hezbollah, un fondamentalisme religieux à l'épreuve du néolibéralisme, également paru en 2019 aux éditions Sileps. Vous êtes par ailleurs le fondateur du blog Syria Freedom Forever. Eh bien, si je vous ai convié à ce 50 minutes d'actu ce soir, cher Joseph, c'est bien évidemment parce que j'ai été très intriguée par un des papiers que vous avez publié très récemment et dans lequel vous avez qualifié l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme, je cite, un événement historique, l'un des événements historiques les plus importants depuis l'invasion et l'occupation de l'Irak par les États-Unis et la Grande-Bretagne en 2003 par rapport aux conséquences mondiales. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus pourquoi vous estimez que cet événement est historique et notamment aussi revenir un peu sur les conséquences mondiales qu'il engendre? Oui, bonsoir et merci encore pour cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. En effet, je pense qu'il s'agit d'un événement qui va marquer au niveau des conséquences politiques et économiques le monde de quasi même ampleur après la guerre d'invasion et d'occupation de l'Irak par les forces américaines et britanniques. De la même manière, on ne peut pas comprendre les évolutions politiques mondiales sans voir les conséquences de la guerre d'invasion et d'occupation américaine de l'Irak qui a résulté en une baisse relative de la puissance américaine dans le monde et notamment qui a été renforcée par la crise économique mondiale de 2008. Et on voit aujourd'hui, je reviendrai dans la dernière partie peut-être, a permis la montée d'autres forces internationales, dont la Russie et la Chine, mais également une plus grande autonomie de certaines forces régionales, notamment au Moyen-Orient, des monarchies du Golfe, d'Israël, Turquie et autres. Et lorsqu'on regarde l'invasion de la Russie de l'Ukraine, qui s'inscrit aussi dans un temps long d'une histoire coloniale de la Russie sur l'Ukraine, on peut voir déjà les conséquences politiques au niveau mondial. C'est tout d'abord voir la réaction d'une Union européenne qui n'avait pas avancé sur un plan de défense ou de militarisation, qui là s'est complètement relancé. On a une course à l'armement en Europe, même d'un pays dit neutre comme la Suisse où j'habite,
qui veut maintenant augmenter son budget militaire de 2 milliards, de 5 à 7 milliards, augmenter ses effectifs. On voit également des choses similaires dans l'Union européenne. Et également, ce qui est intéressant de voir, c'est que la Russie qui prétend avoir envahi l'Ukraine à cause de l'extension de l'OTAN est aujourd'hui un des meilleurs j'ai envie de dire, propagandiste pour le développement de l'OTAN dans les pays de l'Europe de l'Est, mais également dans des pays où, historiquement, ils n'ont pas rejoint l'OTAN. Si vous regardez les différentes statistiques ou sondages en Autriche, par exemple, ou en Suède, maintenant, une majorité des personnes veulent rejoindre l'OTAN, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Donc, on va voir de l'autre côté, dans ce cadre de conséquences politiques, à cause de l'invasion russe, aussi une extension, une course à la militarisation, en fait un renforcement dans certains pays de l'OTAN. De la même manière, je pense aussi que ça donne des conséquences au niveau mondial et la résistance ukrainienne à ce moment-là est très importante de prendre en considération parce que si la Russie la guerre est encore continue, hein, donc il y a encore des conséquences qui vont avoir lieu. Mais s'il y avait une guerre éclair et d'occupation, ça aurait aussi renforcé les possibilités d'autres pays dans le monde de vouloir faire des choses similaires. On a pu entendre, par exemple, la Chine par rapport au Taïwan, vouloir également réétablir une certaine sorte de souveraineté, etc. On veut dire de réoccuper ces territoires. Et en fait, la résistance ukrainienne permet de dire que si ce n'est pas aussi facile et la résistance est héroïque, hein, en l'occurrence contre les forces d'occupation et russes, montre que aussi ça va empêcher à d'autres pays de vouloir faire peut-être des choses similaires et que la Russie peut-être va avoir un syndrome de la même manière que les États-Unis, on a pu voir en Afghanistan, Irak, un peu un échec, pas un peu, c'est un échec de ces occupations et de ces invasions. Donc, et ça marque vraiment j'ai envie de dire, le deuxième événement majeur depuis cette nouvelle guerre froide qui a commencé à la suite de la guerre du Kosovo, fin des années 99, 2000, et qui montre qu'on a fini, et ça c'était depuis longtemps, mais un moment unipolaire des États-Unis à la suite de la fin de l'Union soviétique et commencé le début, entre guillemets, de faiblesse relative, l'affaiblissement relatif des États-Unis après 2003. Donc les conséquences politiques sont très claires pour moi au niveau des enjeux géopolitiques mondiaux. Deuxième chose, c'est l'impact économique. L'OCDE, en mars 2022, donc il y a un peu plus d'un mois, et peut-être ces statistiques vont évoluer, mais déjà annonçait une réduction de la croissance mondiale de 1% et une inflation mondiale de 2,5% qui devrait augmenter parce que cette guerre a bien sûr des conséquences économiques sur les questions énergétiques et de l'agroalimentaire très, très fortement. Et on peut déjà le voir à travers le monde, deux de ces pays étant des greniers à blé, des très importants exportateurs de blé, mais d'autres aussi produits agricoles, comme les fertilisants, etc. Et qui a, comme vous l'avez dit en introduction, des conséquences aussi sur le Moyen-Orient. Donc, c'est pour ça que j'ai qualifié ces événements de deuxième choc le plus important, on peut dire, après la guerre des États-Unis et de l'occupation de l'Irak par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Vous venez justement de le dire, donc les produits agricoles ont flambé en fait depuis l'invasion russe en Ukraine. Donc on pense ici bien évidemment au blé qui a entraîné une hausse des prix du pain dans le monde arabe. Cette situation pèse évidemment sur les pays arabes qui sont déjà fortement fragilisés par les printemps arabes, mais aussi par la crise économique. Beaucoup d'observateurs craignent d'ailleurs un regain des tensions sociales dans les pays arabes. Quelle est votre lecture de la situation? Doit-on vraiment craindre de nouvelles révoltes? Certains parlent d'ailleurs de révoltes de la faim qui pourraient émerger dans pas si longtemps. Alors déjà, je ne sais pas si on doit craindre de nouvelles révoltes. Je pense que ce serait plutôt quelque chose de positif. Non. Mais pour revenir, il y a deux phases dans la question, si je peux me permettre. D'abord, une lecture régionale des conséquences directes. Par exemple, on a parlé du blé.
C'est certain, l'Égypte est un des plus grands, ou le plus grand importateur de blé au niveau mondial. 70% de blé vient de la Russie et de l'Ukraine. Le Liban, c'est 95%. Et le Liban a une difficulté supplémentaire, c'est que depuis les explosions du port, il n'a qu'un mois ou 6 semaines de réserve. D'ailleurs, jusqu'à quelques heures, il y avait des menaces de grève pour la plupart des minoteries et boulangeries au Liban. Apparemment, il va y avoir une solution qui va être trouvée, mais qui montre voilà, des conséquences directes. Le Yémen, c'est à peu près 40% qui est importé, mais déjà dans une crise très forte au Yémen au niveau, c'est une des pires situations humanitaires. Et vous en avez parlé, le Libye, mais également la Syrie qui doit remplacer dès lors les importations de blé par un autre pays, ce qu'il a fait en trouvant par rapport à l'Inde qui va lui fournir du blé, mais avec des coûts supplémentaires. Donc, il faut savoir que cette guerre de la Russie sur l'Ukraine revient après une période d'1 an, en partie qui est le début de la suite du Covid, avec une augmentation des prix au niveau mondial. L'organisation alimentaire mondiale FAO, de l'organisation Fédération alimentaire, je ne sais plus comment on dit en français maintenant. Le fonds alimentaire. Voilà. L'Organisation mondiale, c'est le FAO. Oui, FAO, mais je ne me rappelle plus du terme en français. Mais bref, avait déjà annoncé des augmentations de prix énormes avant la guerre russo-ukrainienne. D'ailleurs, le panier alimentaire en Syrie avait atteint des sommets depuis juste avant, en février déjà. Donc, on peut voir déjà des conséquences au niveau des produits alimentaires, d'augmentation des prix, mais également des conséquences par rapport à l'augmentation des prix du pétrole, du gaz. Alors là, il y a des effets contradictoires. D'un côté, pour certains pays, ils vont souffrir de l'augmentation de ces prix et aussi sur les coûts des transports qui ont augmenté, mais d'autres pays vont en profiter. Typiquement, l'Arabie saoudite, le Qatar, par rapport au prix du gaz, au prix du pétrole, le Koweït, la Libye, là, possiblement Algérie, vont avoir des meilleurs équilibres budgétaires. Mais c'est des choses à prendre en considération. Il y a une possibilité d'aversion mondiale face au risque qui va peut-être faire reculer les possibles investissements. Parce que quand vous êtes dans une période d'instabilité mondiale, ça, généralement, diminue les possibilités d'investissement. Alors après, il y a aussi des choses secondaires, mais c'est, par exemple, un pays comme l'Égypte bénéficiaire en partie du tourisme d'Ukrainiens et de Russes. C'était un tiers de sa clientèle. Donc ça, c'est un peu secondaire, mais c'est aussi des conséquences économiques à prendre en considération. Donc, déjà, on voit des conséquences économiques claires. Dans une région qui déjà souffrait, il faut savoir que la région du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, c'est 6% de la population mondiale, mais c'était 20% de la population dans le monde qui souffrait d'insécurité alimentaire. Donc, vous voyez déjà les problèmes que ça pose. Est-ce que ça va automatiquement créer des nouvelles révoltes de la faim? Je pense qu'il faut toujours faire attention. Sinon, en l'occurrence, surtout, cette région serait en perpétuelle révolte. Et en partie, depuis 11 ans, c'est des hauts et des bas dans les mouvements de protestation et qui sont en partie une des raisons essentielles, c'est fondamental. Il y a bien sûr l'absence de démocratie, mais c'est l'absence de développement économique, de développement au niveau de baisse du chômage. On a des très hauts taux de chômage, on a des politiques économiques qui ont eu des conséquences terribles. Donc moi, je ferai attention pas de dire crise alimentaire, de facto, on va tomber dans des nouveaux mouvements de protestation. Mais par contre, c'est vrai que ça renforce les conditions matérielles ou les conditions qui existent pour que les gens se révoltent. Ça, c'est certain. Mais voilà, vous avez la Syrie a 11 ans, plus de 11 ans de guerre derrière elle, une fatigue générale, taux de pauvreté de plus de 90%. Et en l'occurrence, ce n'est pas forcément, ça veut dire que demain, il y a des révoltes partout qui vont se dérouler à travers la Syrie, en tout cas dans les zones contrôlées par le régime, de même en Égypte. Et ça, c'est aussi dû aux destructions des mouvements d'organisation de protestation, de possibilités de protestation. En Égypte, il y a quand même 60 000
prisonniers politiques et une répression. Donc voilà, il faut faire juste attention que ce n'est pas une lecture un peu automatique, mais certainement, oui, ça renforce les conditions pour créer des nouveaux mouvements de protestation face voilà, à l'augmentation des prix des biens alimentaires et du coût de la vie de manière générale, tout simplement. Oui, et puis je pense que ça ouvre certainement aussi la question autour des politiques agricoles qui sont mises en place, puisque beaucoup de personnes qui ont regardé, observé, commenté ce qui se passe en Ukraine et les conséquences que cela a sur le monde arabe parlent parfois même de food war, hein, la guerre pour la nourriture. Et évidemment, tout cela, ça pose avec acuité la question aussi de la souveraineté alimentaire dans les pays arabes. Cette crise, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'elle est aussi peut-être l'occasion, le moment pour repenser le fonctionnement de la chaîne alimentaire globalisée en favorisant, en revenant peut-être à une production plutôt locale? Je l'espère. J'espère que ces réflexions vont avoir lieu de la même manière qu'on devrait repenser le système en Europe ou partout dans le monde de consommation à l'excès des hydrocarbures ou d'une société basée sur les hydrocarbures pour penser déjà à la transition écologique. Mais au Moyen-Orient, c'est clair, vous avez totalement raison, ça repose la question de la souveraineté alimentaire et qui est différent de la sécurité alimentaire parce que la sécurité alimentaire, c'est simplement l'accès à la possibilité des biens alimentaires, etc. Alors que la souveraineté alimentaire prend en compte des considérations de production locale, écologique et sociale de manière plus générale. Et ce qu'on a pu voir, c'est que depuis particulièrement les années 70 et la, disons, la victoire progressive des politiques néolibérales au Moyen-Orient à travers le monde, l'abandon du soutien au secteur productif et dans lequel on comprend le secteur agricole. Il faut savoir qu'en la première moitié du XXe siècle, la majorité des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord étaient autosuffisants. L'agriculture locale, voilà, était des pans entiers de l'économie. Un certain nombre de la population active était inclus dans le secteur agricole et des politiques de soutien à l'agriculture, notamment voilà, des mouvements qui se sont inscrits, on peut dire, dans le nationalisme arabe, par exemple Nasser ou le Baas des années 60, etc. Une volonté de soutenir l'agriculture locale dans cette possibilité d'atteindre justement des souverainetés alimentaires. On a pu voir que, alors à des degrés différents, à des rapidités différentes, mais la plupart des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont adopté progressivement des politiques néolibérales où on abandonne en fait l'agriculture locale on favorise les agricultures qui sont le plus bénéfiques en termes d'échanges commerciaux. On se focalise sur une agriculture à la place d'avoir une agriculture variée, diverse et aussi qui est basée uniquement sur l'exportation. On ne soutient plus le secteur agricole à travers la mécanisation, à travers des subventions, que ce soit aux pesticides, à des fertilisants et autres, au soutien des prix, pardon, au soutien, etc. Encore une fois, ça a été à des degrés différents. L'Égypte a été beaucoup plus rapide là-dedans. C'est pour ça qu'on a eu aussi un exode des campagnes aux villes beaucoup plus rapide. Mais la Syrie, au début des années 2000, ça s'est intégré complètement dans cette politique également, de vouloir diminuer. D'ailleurs, les dernières politiques du régime Assad ces dernières années s'inscrit également là-dessus, dans une baisse du soutien au secteur productif. Donc, je suis totalement d'accord, ça remet en question la question de la souveraineté alimentaire et plus largement de quel système économique on veut au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui est principalement basé sur un investissement dans les secteurs non productifs de l'économie, où il y a un abandon du secteur agricole, manufacturier, industriel, pour une concentration dans les investissements dans le secteur non productif, finance, banque, immobilier de luxe, construction, etc. Et c'est très fortement vu dans les monarchies du Golfe, mais également dans les autres pays. Et c'était la transition qui s'est effectuée, comme j'ai dit, de victoire du néolibéralisme depuis les 70. Et on voit aujourd'hui ces résultats. Et encore une fois, je pense qu'ils sont un des fondements, des raisons sous-jacentes
de l'éruption des mouvements populaires, de protestations populaires qui ont commencé en 2011, qui a entraîné aussi voilà, des chômages très importants chez les jeunes diplômés. Voilà, et donc tous ces facteurs, en fait, votre question pose la question de la souveraineté alimentaire, production locale, mais plus largement, j'ai envie de dire, de quel système économique et en fait d'un blocage qui a eu lieu depuis plusieurs décennies du développement économique de cette région au profit d'une petite minorité, tandis que la masse croissante de la population s'est vue appauvrie. Oui, donc on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant des enjeux en fait sur soit les politiques agricoles et la nourriture de manière générale avec l'augmentation du prix du blé. Je voudrais sortir un peu de cette analyse pour aborder peut-être aussi les enjeux ou la redéfinition des enjeux géopolitiques que pose finalement cette guerre d'Ukraine dans le monde arabe, puisqu'elle a modifié, et ça commence à se voir, le jeu des alliances internationales, plus ou moins en deux camps, entre les contre-Poutine d'un côté et ceux qui sont pro-Poutine de plein gré ou bien par dépendance, comme on a vu. Cette division se voit donc également au Moyen-Orient, puisque vous avez les Émirats, l'Arabie saoudite et Israël qui n'ont pas rejoint justement la coalition anti-Poutine. Aucun de ces pays n'a d'ailleurs pris des sanctions à l'égard de la Russie. Comment expliquez-vous ce positionnement? Est-ce que cela veut dire que finalement les États-Unis ont un peu perdu toute estime et influence dans la région et que peut-être finalement les pays du Golfe considèrent aujourd'hui que la Russie est peut-être une meilleure protectrice de leurs intérêts contre une potentielle menace iranienne? Oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a, c'est certain, une baisse, et ça ne date pas d'hier, du crédit états-unien dans la région, que les États-Unis n'ont pas les capacités de défendre leurs alliés. Et ça ne s'est fait que s'accumuler, on peut dire, à travers cette dernière décennie. En premier lieu, le fait que pour un certain nombre de pays, il y a eu un lâchage des États-Unis sur la question syrienne, notamment après la question de 2013 et les attaques à l'arme chimique. La ligne rouge a été dépassée, mais les États-Unis n'ont pas bougé. Et ça a été perçu très fortement par un certain nombre de pays comme voilà, un lâchage de ses alliés, mais encore plus fortement lorsqu'il y a eu des bombes lancées sur des installations pétrolières saoudiennes, des Houthis ou à travers les Houthis, mais en tout cas, c'était des messages envoyés très clairement par la République islamique d'Iran, et que finalement, les États-Unis n'ont pas concrètement bougé pour défendre ses alliés. Donc, il y a une perte de crédit. Mais plus largement, je pense qu'au-delà de parler s'ils sont pro-Poutine ou pas, je pense que ça s'inscrit dans ce que j'ai expliqué, les conséquences de la guerre de 2003 et l'affaiblissement relatif de la puissance américaine dans le monde, et y compris au Moyen-Orient. Et dans ce cadre-là, a permis à des États régionaux de gagner plus d'autonomie. Parce que je pense de dire qu'il y a un départ des États-Unis de la région est également faux. Le Moyen-Orient reste une région extrêmement importante dans la politique étrangère états-unienne. Bien sûr, il va y avoir des différences dans sa manière de s'y impliquer, mais je rappelle simplement qu'il y a encore 60 000 militaires états-uniens quand même dans la région. Il y a plus de 10 000, la plus grande base américaine pour cette région qui était un centre militaire pour certaines actions d'Afghanistan, mais pour la lutte contre Daesh, est au Qatar également. Donc, il faut prendre en considération qu'ils ne vont pas lâcher cela. Par contre, la menace principale, et ça a été très clairement exprimé à plusieurs reprises par le président états-unien Biden, c'est la Chine. Donc, et ça avait été commencé sous Obama déjà, qui avait été en partie annoncé. Donc, ça veut dire, et ils ne peuvent pas intervenir de la même manière, ce moment unipolaire qu'on a pu voir après la fin du RSS, jusqu'à, je pense, le milieu des années 2000, et la guerre d'Irak a vraiment été un champ du cygne pour ça. On n'y est plus. On est dans d'autres forces internationales peuvent jouer un rôle. Et alors, l'avancement des relations entre les monarchies du Golfe et la Russie s'inscrit là-dedans, dans une volonté de diversifier leurs relations,
et de montrer leur autonomie progressive. Et ça, c'est intéressant de le voir également avec Israël. Il y a quand même une relation, mais l'Arabie saoudite également, des relations historiquement très, très proches des États-Unis étaient considérés en plus comme des clients. Donc, ça veut dire quand les États-Unis tapaient sur la table, ben, ils exécutaient. Ce n'est plus le cas. Ces pays ont une certaine forme d'autonomie qu'il faut prendre en considération. Un des derniers exemples en date, vous avez dit, ce n'est pas simplement le vote à l'ONU, mais c'est également le refus de l'Arabie saoudite, par exemple, d'augmenter sa production ou de baisser les prix du pétrole à la suite des États-Unis en disant on a trouvé un deal au niveau de l'OPEP avec la Russie et on va s'y tenir, quoi qu'il s'en passe, au-delà des... Puis aussi, Biden avait un peu au début de sa campagne, durant sa campagne et au début de son mandat, en disant on tape sur la table, comme souvent un président des États-Unis en disant on va prendre en compte, pas Trump, mais les questions démocratiques. Disons, dans la pratique, c'est très peu fait. Et puis les monarchies du Golfe aussi le rappellent le fait qu'ils ont besoin, les États-Unis, de leurs alliés, et en disant il faut moins regarder cela quand on fait monter un peu la pression et on utilise une diversification des relations, on prend en compte notre autonomie renforcée, mais je ne pense pas que ça veut dire un changement stratégique par rapport aux États-Unis, dans le sens où ça reste quand même un allié très important. Simplement, alors je repars sur la question économique, mais la Russie n'est pas un acteur économique très important. Avec tout le respect que j'ai pour l'Italie ou l'État espagnol, c'est à peu près le même PIB. En termes d'investissement dans la région, ça reste relativement bas en termes d'investissement économique, etc. Concrètement, regardez les relations économiques entre les États-Unis et les monarchies du Golfe sont beaucoup plus importantes. Donc, je ne pense pas qu'il faut dire qu'il y a un abandon, mais il y a une utilisation, encore une fois, j'utilise de cette possibilité d'autonomie renforcée pour faire entendre leurs intérêts pour les États de la région. Merci beaucoup, Joseph, pour votre analyse. Donc, j'ouvre une petite parenthèse pour dire au public qui nous regarde que vous pouvez bien évidemment poser vos questions dans l'onglet Q&R qui s'affiche donc pour nous en bas de l'écran, et nous reviendrons bien évidemment sur ces questions à la fin de ce débat aujourd'hui. Pour le moment, Joseph, j'ai envie de vous proposer de tourner un peu la page. Donc, après cette première partie qui a été consacrée au décryptage de l'actualité, je vous propose maintenant de découvrir l'image que j'ai préparée pour vous, pour le commentaire de l'invité. Donc, je vais essayer de partager cela avec vous. Voilà, donc il s'agit d'un tweet qui est daté, comme vous pouvez le voir, du 27 février par le journaliste Wassim Nasser, donc de France 24, et dans lequel on voit effectivement Kadyrov, Ramzan Kadyrov, le président de la République de Tchétchénie, derrière une tribune en train de rallier la foule avec l'hymne djihadiste. Et le journaliste de France 24 se demande dans son tweet est-ce que c'est le retour de l'histoire en version russo-arabe pour combattre aujourd'hui l'Ukraine. Si j'ai choisi de vous montrer donc cette image à commenter, Joseph, c'est bien sûr pour rappeler aussi un peu le contexte historique, car il y a effectivement 40 ans, l'invasion soviétique en Afghanistan a eu pour conséquence la création d'Al-Qaïda et la mobilisation de combattants islamistes contre la Russie. Aujourd'hui, avec l'invasion de la Russie en Ukraine, on voit un peu l'histoire prendre le contre-pied, puisque c'est la Russie qui mobilise aujourd'hui avec son allié Kadyrov, les islamistes, mais aussi avec son allié Bachar. Peut-être vous allez nous en parler un peu. Donc, comment analysez-vous cela? J'avais envie de vous poser cette question, Joseph. Oui, moi je pense que c'est des États qui, au nom de la réelle politique, peuvent utiliser ce genre de force qu'ils ont l'habitude parfois de condamner. Mais il faudrait aussi se rappeler que la Russie n'a pas de souci de collaborer avec
un des seuls États théocratiques du monde, qui est la République islamique d'Iran, quand même, il faudrait. Voilà. Et avec le Hezbollah, ils ont collaboré militairement en Syrie, le Hezbollah étant un mouvement fondamentaliste islamique, également un mouvement intégriste, hein, disons, qui appelle quand même, qui a comme volonté, en tout cas, qui préfère comme système de gouvernement un modèle à la République islamique d'Iran. Donc non, moi je suis pas du tout étonné. Surtout, bon, en plus, la Russie est quand même un État euh, pas simplement admiré par l'extrême droite à travers le monde, mais qui s'appuie extrêmement sur un courant, sur l'Église d'ailleurs orthodoxe russe, et sur un discours très très conservateur, hein, quand même, au niveau interne. Donc pourquoi ne pas voir s'intégrer avec d'autres intégristes, ou s'allier avec d'autres intégristes, et en plus, bon, Kadyrov étant un client qui a peu d'autonomie, on va dire, par rapport à Poutine. Mais pour moi, ça ne m'étonne pas, par l'État russe, l'utilisation de Kadyrov, et comme vous l'avez dit, également en Syrie, pour, soi-disant, se bien faire voir dans un pays à majorité musulmane comme la Syrie, ou participer, soi-disant, à travers des fonds d'aide pour la reconstruction de la mosquée d'Alep, etc., ou d'autres, voilà, initiatives de bienfaisance. Ça fait partie, alors, du peu de soft power, alors pas dans le cas de l'Ukraine, pas du tout, mais en Syrie, là-dessus. Non, honnêtement, je ne suis pas du tout étonné de cet état, et de Poutine, l'utilisation d'intégristes pour réaliser ses objectifs politiques. Merci beaucoup, Joseph. Et je vais donc commencer à prendre les questions qu'il peut y avoir du public. Donc, une première question qui voudrait savoir où les pays arabes pourraient-ils s'approvisionner si les importations de blé ukrainiennes ne viennent continuer à être à l'arrêt? Première question ce soir pour vous, Joseph. Oui, alors en fait aussi ça va dépendre de. Pour l'instant, il y a une interdiction des exportations a priori de l'Ukraine et également de la Russie, même si la Russie a annoncé qu'elle continuerait ses exportations vers les pays amis de blé. Mais si la guerre devait se continuer jusqu'à l'été, donc les cultures, etc., il n'y aurait pas pour l'année prochaine concrètement pour l'exportation, notamment en Ukraine, etc. Donc les alternatives sont, par exemple, j'ai cité pour la Syrie, vont se procurer du blé de l'Inde, qui est aussi un important producteur, mais à des prix supplémentaires, hein, des prix plus élevés, pardon, et le coût du shipping également sera plus élevé, donc ça aura des conséquences sur le prix de consommation. Mais il y a également d'autres pays qui sont importants en termes de production de blé. Il y a l'Europe, il y a par exemple, c'est pas comme pays, mais il y a la France, il y a les États-Unis, mais c'est également des coûts beaucoup plus importants en termes, parce que le coût de production est plus élevé. Euh, donc, j'ai cité l'Inde, j'ai cité la France, j'ai cité les États-Unis. Donc ça, c'est trois pays qui sont des gros producteurs à ce niveau-là. Mais encore une fois, ça vient avec des coûts de production plus élevés, des coûts de shipping plus élevés, et c'est à prendre en considération, et voir aussi qu'il va y avoir certainement une course de différents pays de concurrence pour se procurer ces denrées alimentaires absolument nécessaires. Donc, comme expliqué, comme je le répète maintenant, ça aura des conséquences sur les prix finaux. Et dès lors, ce qu'on a parlé auparavant, l'inflation, et des possibles protestations face à cela, disons. D'ailleurs, en Syrie, déjà, dans certains régimes, certains journaux pro-régime, il y a des discussions, des rumeurs qui ont été publiées sur l'augmentation encore du prix du pain. Et il faut savoir que c'est une continuation déjà de politiques d'austérité qui ont été mises en place, ou de réduire notamment les personnes qui peuvent bénéficier de ce qu'ils appellent la carte intelligente, c'est-à-dire à travers laquelle, cette carte d'approvisionnement, de laquelle vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de produits subventionnés. Donc, c'est des dangers à prendre en considération. Et voilà pour les alternatives.
Je me permets peut-être de rajouter ici une question qu'on a déjà discutée un peu en off tout à l'heure, parce qu'il y a effectivement aussi des personnes qui sont plus critiques en fait dans leur analyse, notamment vis-à-vis la question du blé, qui estiment peut-être que c'est une analyse qui est trop gonflée finalement, parce qu'on donnerait trop d'importance aussi au blé. Il y a effectivement d'autres alternatives qui peuvent exister, hein, comme la farine de maïs ou encore la farine de patates. Euh, comment vous voyez cela? Est-ce que c'est vraiment une solution envisageable là tout de suite à court terme? Ou est-ce que ça nécessiterait effectivement plus de temps pour que enfin, aussi les personnes réorientent finalement leur consommation d'une certaine manière? Il y a déjà, disons, des choses. Alors, on pourrait parler, ces exemples sont très bons, mais il y a eu la même chose, par exemple, avec l'huile de tournesol, qui a été, parce que c'est aussi un produit qui est majoritairement venant d'Ukraine et de Russie, qui est exporté vers cette région, mais pas simplement, également en Europe, et remplacé par d'autres produits. Euh, moi, je pense que c'est possible, mais la question plus fondamentale, c'est justement ce qu'on parlait auparavant, de quelle réorientation euh, espérions-nous voir pour ces pays pour encourager la production locale. C'est ça la vraie question, parce que vous allez aller vous tourner vers d'autres produits. Il va de facto avoir une inflation également de ses prix. Et cela ne va pas, de même que si la guerre se poursuit, l'instabilité au niveau international va en tout cas maintenir, si ce n'est pas augmenter, les prix du pétrole, etc., donc du shipping, du transport, etc. Donc, vous allez avoir concrètement, peut-être marginalement, faire quelques économies, mais ça ne va pas remplacer votre problème de fond, qui est la question de la souveraineté alimentaire. Et malheureusement, on ne remet pas en cause le système économique et le système de soutien à l'agriculture possible, potentiel, on pourrait se poser avec cette crise, qui pourrait représenter une opportunité. Et ça, c'est un peu le souci de même, comme je vous disais, par rapport à l'Europe, par rapport à ses moyens financiers, de se penser à une société voilà, post-hydrocarbures, vraiment de lancer la transition écologique. C'est une opportunité, sachant que 40% du gaz vient de Russie, etc. Pour le Moyen-Orient, c'est la même chose, se reposer une politique aussi, mais ça voudrait dire remettre en cause des décennies de politique économique, de politiques qui ont bénéficié à une minorité d'une élite économique et politique qui reste au pouvoir, et très souvent grâce à des soutiens étrangers également. Donc pour moi, ouais, la question est fondamentalement sur quelle réorientation de la production et de quel système économique on veut pour cette région, et plus généralement également dans le monde, quoi. Et puis ça pose évidemment la question des agrobusiness aussi. Exactement. Des agrobusiness, mais aussi la question qui se cache finalement derrière, c'est que ces agrobusiness sont venus avec leurs propres semences souvent, et qu'aujourd'hui les semences traditionnelles ont enfin, dans de nombreux pays tout simplement disparu. Il y a très peu de banques en fait qui disposent encore des semences traditionnelles et résistantes finalement à la chaleur et peut-être plus adaptées aussi pour ces pays-là. Ouais. Nous, sommes 100% d'accord. D'ailleurs, à Alep, il y avait un centre Icarda qui s'appelait, en dehors d'Alep, qui était un centre pour justement de réserve de ces semences, etc., et qui permet d'avoir une richesse incroyable qui a été attaquée malheureusement et voilà, qui a disparu. Et je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, Nice. Alors, je vous pose la deuxième question, qui nous demande, Biden a déclaré lors du G7 que les États-Unis pourraient intervenir pour contrer ces pénuries et de devenir, avec le Canada, le grenier à blé des pays touchés. Pensez-vous que cela placerait les pays arabes dans une nouvelle dépendance? Dépendance par rapport aux États-Unis, donc. Oui. Disons, ça renforcerait de nouveau l'influence états-unienne dans la région, c'est certain. Mais encore une fois, je pense que ça ne va pas changer le fait que certains de ces États ont gagné en autonomie. Il faut savoir que même si, concrètement, disons que les États-Unis remplacent la Russie et l'Ukraine pour la fourniture de blé pour un pays comme l'Égypte,
l'État égyptien reçoit déjà entre 1,5 à 2 milliards de dollars, je crois, non, 1,3 à 1,5 milliards de dollars par année. Donc, c'est déjà quand même une influence certaine et qui se maintient malgré certains désaccords, etc. On regarde pour d'autres pays, ils peuvent le remplacer, mais ce n'est pas les conditions essentielles ou pas l'élément essentiel pour augmenter son influence politique ou économique dans la région. Bien sûr, ça la renforce, mais ce n'est pas essentiel. Voilà, et ce sera peut-être une aide ponctuelle. Verrons ce qui se passe, combien de temps dure la guerre, mais ça peut être perçu plus comme une aide ponctuelle pour réaffirmer une forme de solidarité vers ces États, solidarité bien sûr intéressée politiquement et autres, mais je ne dirais pas que ce sera l'élément essentiel pour réaffirmer ou reconfirmer ou approfondir l'influence états-unienne dans la région. Merci beaucoup, Joseph. Une autre question concerne les pays pétroliers. Donc, quel est l'impact de la guerre sur les pays pétroliers comme le Qatar, demande un spectateur. Je n'ai pas compris la question. Quel est l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur les pays producteurs de pétrole comme le Qatar, demande un spectateur. Le gaz, c'est plutôt le gaz, disons principalement le Qatar. Mais au niveau... bon, en l'occurrence, le Qatar s'est proposé pour être une alternative à la Russie dans la fourniture de gaz à l'Union européenne. Et d'ailleurs, ça lui a permis aussi de réaffirmer son alliance avec différents États occidentaux. Au forum de Doha, c'était très clair, la volonté du Qatar de se présenter comme tel. Mais ce n'est pas le seul. Hein. D'ailleurs, l'Arabie saoudite est le principal acteur, entre guillemets, bénéficiant actuellement des prix élevés du pétrole hein, et de renforcer ses excédents budgétaires, etc. Et aussi ce qu'on a pu voir un peu au niveau géopolitique de vouloir faire un peu monter les enchères pour essayer de faire rapprocher les États-Unis de l'Arabie saoudite, ce qui n'est toujours pas le cas encore, hein, mais il y a une volonté dans ce sens, en tout cas du royaume saoudien. Donc l'impact direct, c'est renflouement de certains excédents budgétaires à travers l'augmentation des prix du pétrole, sachant que bon, il y a eu la période Covid, les prix du pétrole ont énormément baissé, 60, 70 dollars, je crois, à un moment donné, 70 dollars, pardon, pour augmenter à plus de 140 dollars. Donc, vous imaginez simplement les excédents budgétaires qui pourraient, en fait, permettre a priori, d'être réinvestis dans l'économie réelle. Ça a très souvent peu été le cas. Ce qu'on a pu voir et d'ailleurs, c'est pour vous montrer qu'aussi les contradictions. L'Arabie saoudite, le royaume saoudien, durant la crise Covid, d'un côté, menait des mesures d'austérité par rapport à sa population, d'augmentation de certains prix, etc., et de baisse de subventions. De l'autre côté, investissait des milliards de dollars dans des compagnies de type Facebook, Boeing, etc. Donc, on pourrait espérer qu'il y ait un réinvestissement dans l'économie réelle. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. On peut voir également, alors les Émirats arabes unis, c'est surtout l'Émirat de Abu Dhabi, qui est bénéficiaire du pétrole. Ça sera aussi permettre de faire face peut-être à des chocs, peut-être réinvestir dans une économie surtout basée sur le commerce, la spéculation immobilière, etc. Mais de nouveau, je me répète un peu, mais ça ne va pas permettre ces excédents pour une réorientation économique, ou dans le secteur productif. Donc, c'est des vraies questions à se poser. Et d'ailleurs, pour faire un peu le lien qu'on faisait auparavant entre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire, voilà, l'Arabie saoudite et les Émirats particulièrement, on parlait plus de sécurité alimentaire. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est l'investissement d'achat de terres très important, surtout dans les pays d'Afrique subsaharienne, pour se procurer des biens alimentaires. Mais bon, ça a des catastrophes écologiques, sociales dans les pays hôtes, entre guillemets, disons, ce n'est pas une manière de s'assurer une production locale à aucun moment, mais c'est de s'assurer un accès. Et avec tous les problèmes que ça va avec, expulsion de paysans de ces terres, fermiers. Donc, c'est très documenté. C'est pour ça, pour moi, c'est important de parler de souveraineté alimentaire et pas de sécurité alimentaire dans ce cadre-là.
Merci beaucoup, Joseph. Il y a une question de Livia Perosino qui aimerait savoir à quel papier j'avais fait allusion tout à l'heure quand je vous ai posé la question. De début, c'est l'article que Joseph a publié pour Middle East Directions, donc pour l'Institut universitaire de Florence, qui s'intitule The Hellish Cycle Continues for Syria, the Economic Impacts of Russia's Invasion of Ukraine. D'ailleurs, le lien vers l'article vous a été envoyé dans discussion, donc vous pouvez tout simplement le retrouver en discussion. Et j'ajouterais simplement qu'il y a une version arabe qui vient de sortir aujourd'hui également, pour ceux et celles intéressés. Bravo. Il y a une autre question de Fatia Talahit qui voudrait savoir quel impact sur l'hégémonie du dollar avec la demande russe de payer le pétrole en roubles, l'accord Arabie Saoudite-Chine pour vendre le pétrole en monnaie chinoise, etc. Oui, alors ça, c'est des questions très intéressantes et qui doivent encore être vues dans la pratique, parce que je crois que c'est des discussions, des accords, mais est-ce que cela va véritablement se dérouler? Parce que bénéficier de devises étrangères, c'est quand même très important pour un certain nombre de pays et que jusqu'à aujourd'hui, le système financier international reste dominé par l'hégémonie du dollar. Alors, est-ce que cela remet en cause? Certainement, oui, mais voilà, il s'agit encore de voir dans la pratique comment cela va se dérouler. Pour la suite, pour remettre en cause l'hégémonie du dollar. Mais c'est certain que ça a commencé de facto par le fait de la puissance économique chinoise, qui est quasiment la première économie mondiale en termes absolus, mais pas en termes de production par capita, entre guillemets, par personne, etc. Il y a encore, même s'il y a des avancées très importantes. Mais voilà, j'ai envie de dire il faut encore attendre pour voir une fin de l'hégémonie du dollar qui reste quand même prédominante jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Joseph. Je prends ça comme le mot de la fin. Il est 19h16, donc on a bien tenu les 50 minutes. Merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres pour décrypter cette actualité à la fois ukrainienne et arabe, puisque nous en avons discuté longuement des conséquences qu'a cette guerre sur le monde arabe. Encore une fois, merci beaucoup à vous, à votre disponibilité. Et j'ai le plaisir d'annoncer pour celles et ceux qui nous écoutent notre prochain rendez-vous qui aura lieu le jeudi 26 avril avec Dominique Vidal pour cette fois-ci non pas un webinaire en ligne mais un événement enfin en présentiel intitulé Israël, contradiction d'une démocratie coloniale. Donc ça se passera au Carême dans le 13e à Paris. Donc, je vous dis à toutes et à tous un gros merci de nous avoir suivis et portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.